Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et la première bifurcation dont je vais vous parler, c'est la mienne, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans des maisons reconnues, importantes, et qui avaient pour finalité de maximiser leurs profits. À l'époque, c'était tout à fait normal. Et moi, à un moment, après donc avoir commencé ma vie professionnelle dans le conseil en fusion et acquisition chez Rothschild, rejoint Danone dans le département des fusions et acquisitions, Wendel comme directrice des opérations financières, j'ai créé une microstructure qui avait pour objectif d'aider le monde à être plus durable et à être plus heureux. Alter Equity, dont je vais vous parler aujourd'hui. J'étais portée par l'ambition de trouver au départ une solution, ou en tout cas des moyens d'améliorer les enjeux d'égalité des chances dans notre pays. En France aujourd'hui, plus de 54% des salariés considèrent avoir été victimes de discrimination au moins une fois dans leur vie professionnelle. Seulement 5% des étudiants de grandes écoles ont des parents ouvriers. Et évidemment, son chiffre et cet enjeu de discrimination est beaucoup plus important pour les personnes issues de diversités visibles. C'est un sujet qui me tient immensément à cœur. Et puis, sur mon chemin, j'ai voulu également m'occuper des enjeux de souffrance dans l'emploi, épuisement professionnel, éco-anxiété, pouvoir d'achat aujourd'hui, et tous ces enjeux de souffrance sociale. Et puis, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous en êtes conscient également, les enjeux des dérèglements environnementaux, climatiques, biodiversité, préservation des ressources, accès à l'eau, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui de phénomènes climatiques extrêmes, de sécheresse, d'inondations, de méga-feux, mais aussi d'épuisement de la biodiversité et d'autres enjeux absolument tragiques de dérèglements environnementaux. Le dérèglement environnemental, et je vais revenir en arrière, ça n'est pas seulement en 2100, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle, que la conférence d'aujourd'hui évoque le terme de limite du monde. C'est une référence au concept de limite planétaire qui a été développé par de très grands scientifiques, Nobel ou Nobelisables en 2009, et qui évoque sur 9 thématiques environnementales des seuils au-delà desquels les êtres humains risquent de voir leur environnement se dégrader de façon potentiellement catastrophique, non prévisible, non linéaire et absolument irrémédiable. 2 de ces limites planétaires ont été franchies en 2022, qui sont la pollution chimique et plastique et l'eau verte, l'enjeu de l'eau verte, c'est-à-dire de l'humidité des sols qui permet les cultures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de dégrader le climat, que nous sommes en train de dégrader l'environnement à un point, je viens de le dire, qui est irrémédiable. On ne pourra pas revenir en arrière. Et ça veut dire quoi ? Que notre génération porte une responsabilité majeure, puisque nos aînés ne le savaient pas, et qu'après nous, il sera trop tard. 3 autres convictions ont conduit à la création d'Alter Equity en 2007. La première, c'est l'idée que l'entreprise, et c'est une évidence aujourd'hui, ça ne l'était pas du tout à l'époque, produit des effets considérables sur ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, l'environnement, ses territoires d'implantation, l'État, donc toutes ces parties prenantes. Que la finance, en orientant ses flux vers des entreprises plus responsables, produit un effet de levier vers la transition en direction d'une société beaucoup plus durable, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus inclusive. Et par ailleurs, que cette finance plus durable, plus responsable, si elle cherche un rendement élevé, alors ça lui permet d'attirer des flux, et puis ça lui permet de démontrer qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable, ce qui à l'époque était considéré comme faux, c'est-à-dire que les acteurs étaient convaincus du fait que ces 2 dimensions, rentabilité et responsabilité, étaient totalement incompatibles. Aujourd'hui, un certain nombre de discours intègrent cette possibilité, mais beaucoup des acteurs qui sont encore au pouvoir, notamment la génération qui est un tout petit peu après moi, même si je vieillis de plus en plus, n'en est en fait pas vraiment convaincue. Nous avons fabriqué un modèle totalement disruptif d'investissement dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes d'une part, à l'environnement d'autre part,
Nous leur demandons en outre de progresser dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. Ça peut paraître évident vu d'aujourd'hui. À l'époque, aucun autre fonds d'investissement ne faisait ça en France. Ni l'un ni l'autre. J'ai été la première d'ailleurs à parler de finance à impact. Et puis, comme nous l'indiquons ici, nous accompagnons nos participations en étant présents bien sûr au conseil d'administration, mais en étant plus largement à leur côté pour les aider à structurer une croissance forte et très rentable, dans des valeurs très très fortes de bienveillance, de respect, d'audace aussi, de professionnalisme, d'ambition. Et ça produit quoi? Ça produit des résultats qui sont phénoménaux aujourd'hui. D'abord en termes d'impact, nos participations ont permis d'éviter l'émission de 4,6 millions de tonnes de CO2. La France émet par an 408, en tout cas en 2022, 408 millions de tonnes. Donc avec nos 150 millions sous gestion, nous avons levé un premier fonds d'un peu plus de 40 millions, un deuxième de 110 millions d'euros. Eh bien, nous avons permis 150 millions dans la gestion d'actifs, c'est rien, c'est inexistant, c'est tout petit, c'est microscopique. Et malgré cela, nous avons permis d'éviter, nos participations ont permis d'éviter l'émission de 1% de ce qui est émis chaque année par notre pays. On a d'autres résultats d'impact qui sont assez impressionnants. Et puis, en termes de féminisation, un tiers de nos participations du premier fonds étaient dirigées par des femmes, ce qui est très, très supérieur à la moyenne en France. 42% des équipes de gestion comprenaient au moins une femme parmi leurs fondateurs. Et puis, ces entreprises ont permis de créer 900 emplois, ce qui est tout à fait significatif. Une croissance élevée, vous voyez, entre 70 et 80% en 2022, 35% pour notre premier fonds, et des perspectives de rendement qui sont assez élevées grâce à cette croissance. Nous investissons dans des entreprises dont l'activité a un impact positif sur les personnes ou sur la nature. Sur les personnes, ce sont tous les métiers de l'éducation, de la culture, de la santé, du bien-être, des services aux personnes fragiles, de l'intégration dans la société et dans l'emploi, et de la transition vers un monde plus durable. Et puis, en ce qui concerne l'environnement, ce sont les métiers qui qui forment des solutions aux grands enjeux climatiques, à l'épuisement de la biodiversité et des autres ressources. Comme je l'évoquais, nous demandons à nos participations de mettre en place un plan d'action en termes de RSE que nous avons appelé Business Plan Extra-Financier et qui va assez loin. Par exemple, nous exigeons de chacune de nos participations d'ouvrir leur capital à tous leurs salariés. On a été le premier fonds en France à faire cela. De procéder à un bilan carbone. Nous avons été le premier fonds en France à faire cela. D'organiser un entretien annuel de progrès pour tous les salariés. Vous le faites dans vos grands groupes, dans les startups, jamais. En fait, aujourd'hui, on a investi dans 26 entreprises. Sur les 26 entreprises, seulement une avait mis en place ce dispositif qui avait été fondé par d'anciens salariés de McKinsey dans les cabinets de consulting. On en a tous les trimestres des entretiens de progrès, donc on peut mesurer encore mieux leur utilité. Et puis, oui, nous conditionnons pour les dirigeants de nos participations l'accès à la partie variable de leur rémunération au résultat de ce business plan extra-financier. Ça n'est pas comme dans la plupart des entreprises aujourd'hui où 30%, 20% du variable des dirigeants est conditionné à un résultat RSE. Là, c'est l'intégralité du variable qui est conditionné au fait d'avoir bien respecté ce plan d'action en termes de RSE. Et puis, nous avons mis en place une nouvelle méthodologie de mesure de l'impact. Donc aujourd'hui, nous mesurons l'impact à 3 niveaux. Nous mesurons l'impact de l'activité. J'ai parlé de ces tonnes de CO2 évitées par l'activité. C'est notamment dû à une de nos participations qui s'appelle Open Airlines, qui a développé un logiciel SaaS d'écopilotage des avions qui permet d'éviter la consommation de 2 à 5% de kérosène et qui a un très très gros impact évidemment en termes d'émissions de CO2. Donc ça, c'est la mesure de l'impact, et en fonction de l'activité de chacune de nos participations, l'impact n'est pas le même. Nous mesurons ensuite les résultats de ce business plan extra-financier, ou en d'autres termes de ce plan d'action RSE. Et puis maintenant, nous avons développé cette troisième méthodologie transversale. Premièrement, en évaluant l'impact environnemental dans toutes ces dimensions de nos participations, avec une méthodologie que nous avons co-développée avec Carbone 4 et financée. Et puis, nous avons développé en interne
un baromètre que nous appelons des parties prenantes ou un baromètre sociétal qui va mesurer la responsabilité de chaque entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. Et enfin, nous mesurons le climat social de chacune de nos participations. Ce modèle est porté par l'évolution de la société que vous constatez chaque jour, à la fois de consommateurs qui veulent acheter des produits ou des services d'entreprises qui sont beaucoup plus responsables, de dirigeants d'entreprises qui veulent intégrer la RSE dans leur entreprise, de salariés, et c'est extrêmement important, qui attendent de leur entreprise qu'elle soit beaucoup plus responsable. Et aujourd'hui, vous avez tous, je l'imagine, plus de difficultés à recruter, à retenir, à motiver vos talents. Il est évident que la question du sens pour eux, lié à la responsabilité de l'entreprise, est absolument majeure, et c'est peut-être le premier driver d'ailleurs de la bifurcation ou de l'évolution, parce que dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de secteurs, il va devenir de plus en plus difficile d'attirer et de retenir les jeunes. Et ça entraîne que les secteurs auxquels nous nous intéressons connaissent une croissance très très significative. Ici, nous rappelons à quel point nous avons innové, je ne vais pas le réitérer. Avec des entreprises, je vais vous donner quelques modèles. Je parlais d'Open Airlines, nous avons également investi au capital d'Efficia, qui est une société qui travaille à l'efficacité énergétique des bâtiments, qui permet la réduction de 15 à 20% de la consommation d'énergie des bâtiments. Murphy, qui est une société qu'il faut que vous connaissiez toutes et tous, qui vient réparer, vous le connaissez, qui vient réparer votre gros électroménager, donc votre four, votre frigidaire, votre machine à laver, tombée en panne et qui n'est plus sous garantie. En appelant Murphy, vous évitez d'en acheter un neuf sur des produits qui n'ont pas connu d'évolution depuis 20 ans et qui ont un impact en termes de matériaux qui est évidemment colossal et d'émissions de CO2, puisque c'est très lourd, donc il y a beaucoup de matière, c'est très volumineux, donc à transporter, c'est très émetteur de gaz à effet de serre, et il vaut beaucoup mieux les réparer. Et alors Murphy, pour un forfait de l'ordre de 80 à 100 euros, vient le nombre de fois nécessaire, donc on ne va pas vous facturer le déplacement à chaque fois que le technicien revient, c'est une fois pour toutes. Bien sûr, les pièces détachées sont en plus parce qu'il faut que Murphy les achète. Et si Murphy n'arrive pas à réparer votre machine à laver, eh bien ce forfait que vous avez payé vient en déduction de l'achat d'un produit reconditionné, donc réparé, ancien, que vos voisins, eux, auront rendu à Darty en achetant un produit neuf. Donc soyez responsables. Allez chez Murphy, surtout que vous habitez en région parisienne. Ils ne sont pas encore présents dans toute la France, mais à Paris, c'est vraiment la meilleure solution. ILEC, c'est un distributeur d'électricité et de gaz 100% renouvelable. Kipli, c'est un distributeur et il fait fabriquer des matelas en latex bio qui évite la mousse de polyuréthane qui est présente dans tous les matelas conventionnels et qui est porteuse, dans un certain nombre de cas, de perturbateurs endocriniens et de composés organiques volatiles cancérigènes. Le matelas, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être extrêmement dangereux pour la santé. Donc, dormir sur des matières naturelles, comme les matelas Kipli, eh bien, c'est vraiment meilleur pour la santé. Et je vous y invite particulièrement pour les enfants. Voilà, avec notre deuxième fonds, nous avons investi par exemple dans Reaper. Reaper, c'est une société qui organise la prise en charge des déchets des bâtiments, donc des déchets notamment de travaux de rénovation, pour éviter qu'ils se retrouvent sur vos trottoirs ou dans la forêt. BIM, c'est une société qui commercialise des panneaux solaires que vous installez vous-même et qui permettent de consommer une énergie renouvelable pour à peu près 15% de votre consommation hors chauffage. Zenride, c'est un service absolument génial qui part d'un double constat. Le premier, c'est que 74% des trajets domicile-travail en France aujourd'hui sont faits en voiture, alors qu'ils pourraient très bien être faits en vélo. Dans un certain nombre de cas ou pour un certain nombre de personnes, prendre un vélo, ça veut dire transpirer, arriver en âge au bureau, c'est pas tout à fait compatible avec une activité professionnelle normale. Et c'est là qu'arrive le deuxième constat, c'est qu'un vélo électrique en France aujourd'hui, ça coûte 2 000 € en moyenne, et 2 000 €, c'est un obstacle pour un certain nombre de gens. Alors qu'est-ce que fait Zenride ? Zenride propose à des entreprises de proposer à leurs salariés la prise en charge de 2 tiers du coût d'un vélo électrique. 1 tiers reste à la charge
du salarié. Ça fait qu'il s'en occupe bien. Ça représente, moi j'ai pris un vélo qui coûtait 2600 €, je paye 30 € par mois, mon entreprise paye 60 € par mois. 30 € par mois, c'est quand même beaucoup moins cher que l'usage d'une voiture. Dans ce prix sont compris également un entretien annuel, un casque, un antivol, une assurance bris, vol et casse, et une formation à la sécurité routière. Bon, etc. Donc vous voyez, ce sont des entreprises qui portent le modèle de demain. Ce sont des entreprises dont la contribution à la société, en évitant des dégradations, des prédations, des émissions, des pollutions, apporte beaucoup plus qu'elles ne prennent. Et d'ailleurs, nous avons fabriqué avec Carbone 4, enfin c'est eux qui l'ont fabriqué, un ratio d'impact carbone, Carbon Impact Ratio, qui divise les émissions induites par une entreprise par les émissions qu'elles évitent. Non, c'est dans l'autre sens. Et donc, en fait, ce que ça fait ressortir, c'est que les entreprises de notre portefeuille, aujourd'hui, le ratio, on n'a pas encore fini de calculer pour tout le portefeuille, mais on est à 1,85, et le portefeuille sera au-dessus, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, nos entreprises apportent à la société en termes de carbone ou évitent à la société en termes d'émissions de CO2 de l'ordre de 2 fois plus que ce qu'elles ne font. Bon, voilà. On est assez présent dans la presse pour soutenir notre concept. Ce qui maintient ma joie, mon optimisme, mon enthousiasme, c'est que aujourd'hui, malgré la gravité, le caractère tragique de la situation dans laquelle nous nous inscrivons, d'un point de vue climatique, malgré cette souffrance sociale, alors que nous aurons besoin d'un pacte social pour organiser cette transition climatique, les efforts à faire, les investissements à réaliser restent tout à fait atteignables. Ils restent atteignables. Ça représente, selon les études, entre 1% et 3,5% du PIB. C'est un effort significatif. Mais si les décisions politiques adéquates sont prises, on peut encore maintenir des conditions supportables de vie sur Terre. Si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas rapidement, ça ne sera pas le cas. La dernière estimation qui a été faite par des gens extrêmement sérieux de Météo France et du CNRS sur la température qu'il fera en France à horizon 2100 aboutit à 3,8 degrés dans un scénario considéré comme raisonnable. Donc ce n'est pas le scénario du pire. Je rappelle que Henri de Castres, lorsqu'il dirigeait AXA, a déclaré « Un monde à plus 4 degrés ne sera plus assurable ». Donc en France, en 2100, c'est-à-dire une période que nous ne connaîtrons pas, mais que nos enfants connaîtront, et de toute façon même avant, le niveau de dégradation de l'environnement, le niveau de phénomènes climatiques extrêmes fait que un certain nombre de foyers, un certain nombre de régions ne pourront plus être assurés, ou alors à des prix qui grèveront le pouvoir d'achat de façon absolument considérable, pouvoir d'achat qui sera de toute façon grévé par ailleurs de façon absolument considérable. En Californie, et dans d'autres États d'ailleurs, en Floride, au Kentucky, aux États-Unis, c'est le cas déjà. Les assureurs ne prennent plus de nouveaux clients, n'assurent plus de nouvelles maisons. Donc on est face à une situation absolument tragique. Face à cette situation, et je l'évoquais, nos concitoyens attendent de l'entreprise, je l'évoquais aussi, qu'elle se comporte de façon beaucoup plus responsable. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle est obligée de bifurquer, elle est obligée d'intégrer ce nouveau paradigme, parce que sinon, elle ne pourra pas continuer de croître. On voit par exemple aux États-Unis aujourd'hui, Tesla, c'est 60% des immatriculations de voitures électriques, et chaque Tesla immatriculée, c'est une BMW ou une Mercedes ou les voitures haut de gamme historiques qui ne sont pas vendues. Donc, maintenir son chiffre d'affaires, maintenir sa croissance, je sais que c'est un sujet qui a été évoqué, ça passe par une bifurcation et par des business models qui sont beaucoup plus responsables. Je le disais, c'est la condition nécessaire pour attirer, pour fidéliser, pour motiver les salariés. C'est aussi une condition pour maintenir ses coûts d'exploitation, parce qu'un certain nombre de coûts vont exploser. Donc, consommer moins, beaucoup moins, être dans la sobriété au niveau de l'entreprise et pas seulement des particuliers, c'est absolument nécessaire. Ça permet aussi d'anticiper les réglementations. Vous les voyez qui s'accélèrent, elles vont être de plus en plus rapides, elles vont être de plus en plus brutales,
elles ne vont plus seulement porter sur le reporting comme aujourd'hui, elles vont porter sur des transformations. Un certain nombre de réglementations portent sur des transformations. Donc, et les avoir anticipées, c'est permettre à l'entreprise d'être plus forte au moment où ces réglementations interviennent. Plus largement, être beaucoup plus responsable aujourd'hui, c'est diminuer ses risques. Diminuer ses risques pour les financiers qui sont dans la salle, c'est augmenter sa valeur. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut aller dans cette bifurcation. Ce que j'espère avoir démontré avec Alter Equity, c'est que c'est possible et que c'est rentable. Je vous ai parlé de nos résultats d'impact en termes financiers. Sur notre deuxième fonds, aujourd'hui, on estime le rendement à 15% net annuel. C'est élevé et ça démontre ce que nous voulions démontrer, qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable. Ce qu'on a démontré aussi, c'est qu'il est possible d'avoir une équipe dans laquelle on ne se tire pas dans les pattes, où les gens s'entraident, qui sont complètement dédiés à la finalité de l'entreprise, finalité ou raison d'être, que nous avons d'ailleurs intégré dans nos statuts, qui est d'utiliser l'investissement au service de l'intérêt général.